Il existe un dieu où le vent glacial vous pétrifie, tandis que le soleil, au même instant, consume la peau. Un monde né d'une collision titanesque il y a près de 50 millions d'années, lorsque le continent indien percuta l'Asie, soulevant la croûte terrestre vers les cieux. Ici, des moines psalmodient au pied de parois qu'aucun mortel n'a jamais osé conquérir. Les Sherpas y respirent un air raréfié, comme s'ils saluaient un vieil ami, et chaque pas y défie les lois de la survie. Un endroit où le souffle devient un trésor, et où la frontière entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer, se réduit à un unique battement de cœur. Des déserts glacés du haut plateau, aux vallées où le printemps revient dans un éclat de pétales délicats, l'Himalaya se déploie avec une assurance millénaire. Chaque crête semble avoir été le témoin de la naissance et du déclin de civilisations entières. Chaque rivière paraît se souvenir des premiers pas humains qui s'aventurèrent dans ce royaume de pierre et de neige. Et à mesure que l'on s'enfonce dans ces montagnes, l'air s'amenuise, pas seulement dans les poumons, mais aussi dans l'espace qui sépare les pensées. Une clarté saisissante s'installe, rappelant que ce lieu fut façonné par des forces plus anciennes que la mémoire elle-même. Pour la plupart des visiteurs, l'approche commence à l'aéroport Tenzing Hillary, une piste d'atterrissage vertigineuse taillée à flanc de montagne au-dessus d'une vallée étroite. De là, les marcheurs s'engagent sur des sentiers qui relient de petits hameaux, habités par des familles qui, depuis des générations, ont fait de l'altitude leur foyer. L'élévation est déjà suffisante pour que certains voyageurs ressentent les premiers symptômes du manque d'oxygène. Et pourtant, la vie quotidienne se poursuit, imperturbable. Des hommes et des femmes transportent de lourdes charges sur des pistes accidentées, avec une assurance qui trahit une longue familiarité avec ce terrain exigeant. Les expéditions qui organisent leur ascension dépendent entièrement des équipes locales. Le terme Sherpa désigne à la fois un groupe ethnique et le rôle que nombre de ses membres endossent dans la logistique de haute altitude. Des études scientifiques révèlent que les peuples élevés à ces altitudes possèdent souvent une capacité pulmonaire et des mécanismes d'oxygénation hors du commun. Leur contribution est vitale. Ils transportent le matériel, établissent les camps et guident les alpinistes à travers des sections où l'endurance et la précision du geste sont des questions de vie ou de mort. Accrochés aux ponts et aux croisements des chemins, des drapeaux de prière, les lungta, flottent au vent. Chaque pièce de tissu imprimé se décolore lentement sous l'assaut du soleil et des éléments. Les trekkers passent sous ces guirlandes colorées lors de leur marche d'acclimatation. Ces balises spirituelles jalonnent des routes ancestrales, voies de commerce, de pèlerinage et de vie. Chaque couleur qui pâlit, chaque fibre qui s'effiloche, libère une prière dans le souffle de la montagne. Une fragile offrande humaine face à l'éternité de la pierre, un murmure éphémère dans le silence des sommets. La vallée est un cœur culturel et logistique, où monastères, habitations et sentiers pédestres entrelacés soutiennent à la fois la vie communautaire et l'activité saisonnière des alpinistes. Plus loin sur la route, le sentier se resserre en segments de pierre. Les porteurs ajustent leur fardeau. Les guides coordonnent le rythme, la végétation s'éclaircit à mesure que l'altitude augmente et le paysage se transforme, annonçant des conditions plus rudes. Le mont Everest. Il se dresse comme le point le plus élevé jamais mesuré au-dessus du niveau de la mer, une vérité vérifiée par de multiples missions topographiques sur plusieurs décennies. Son altitude atteint plus de 29 000 pieds, une hauteur qui engendre des conditions atmosphériques rarement rencontrées dans un autre environnement accessible sans aéronef. La montagne se définit par des parois de glace abruptes, de longues sections de roches exposées et des systèmes météorologiques qui changent avec une rapidité foudroyante. Des champs glaciaires s'étendent sur ses pentes inférieures et forment les voies d'approche utilisées par les équipes d'alpinistes chaque saison. Ces caractéristiques créent un terrain qui exige une planification précise et une surveillance continue. Le froid est constant. Même les tâches les plus simples demandent une concentration absolue. Les gants rendent les boucles difficiles à manipuler, les masques s'embuent à chaque souffle. Le sentiment d'isolement s'intensifie avec l'altitude. Les voies ne portent qu'à une courte distance. Un grimpeur arrimant son sac peut sembler proche,
mais ces mots s'évanouissent presque aussitôt. La plupart des expéditions débutent au camp de base, véritable plaque tournante de l'ascension. Les équipes y étudient les bulletins météorologiques, organisent des provisions et préparent les systèmes d'oxygène. Le personnel médical surveille les premiers signes du mal des montagnes chez les grimpeurs. L'objectif est simple, chacun doit s'adapter avant de monter plus haut. Des jours de repos sont prévus pour permettre au corps de s'ajuster à la diminution de la densité de l'air. Les alpinistes répètent souvent de courtes ascensions entre les camps pour parfaire leur acclimatation. La transition vers la section communément appelée la zone de la mort commence lorsque l'altitude atteint des niveaux où l'oxygène utilisable chute à environ un tiers de celui disponible au niveau de la mer. Les systèmes d'assistance respiratoire deviennent alors essentiels pour la plupart des grimpeurs. Le vent s'intensifie, capable d'arracher la neige de surface en flux continu. La visibilité change rapidement dans ces conditions. Les camps renforcent les tentes avec des ancrages supplémentaires pour garantir la sécurité lors des plus fortes rafales. La première ascension documentée fut réalisée en 1953 par Tenzing Norgay et Edmund Hillary, établissant une référence pour toutes les tentatives ultérieures. Seul un nombre limité d'alpinistes atteint le sommet chaque saison. Ceux qui y parviennent ont traversé des conditions extrêmes, où le succès dépend souvent du moment choisi, des fenêtres météorologiques et des équipes de soutien qui préparent la voie. Même avec un équipement amélioré, le risque demeure entier. Un rappel constant que sur ces hauteurs, c'est la montagne et non l'homme qui dicte les règles du jeu. C'est lors de la descente que la convergence mortelle s'opère. Quand la fatigue, les effets de l'altitude et les sautes d'humeur du ciel s'unissent pour piéger l'alpiniste. Au sommet, on ne s'attarde que quelques minutes, conscient que le plus grand péril demeure sur le chemin du retour. Dans une autre partie du massif, sur le circuit des Annapurna, l'approche débute sur une terre encore généreuse, où subsistent forêts et cultures en terrasse. Le sentier traverse des villages où des communautés ancestrales administrent les champs et le bétail. Les randonneurs y empruntent de larges chemins, stables même au gré des saisons. Des lodges en bois et de modestes maisons de thé apparaissent régulièrement, offrant un repas et un abri simple pour la nuit. L'atmosphère y est familière, presque douce, en comparaison des environnements de l'extrême altitude. À mesure que l'on s'élève, le paysage se métamorphose. Les arbres rapetissent, puis s'effacent complètement. La roche se substitue à la terre. Le sentier pénètre dans une zone où l'air s'assèche de façon palpable et le territoire prend l'allure d'un désert froid, sculpté par l'exposition prolongée au vent. Ici, les villages deviennent des points d'ancrage essentiels. De nombreuses équipes s'y arrêtent pour observer leur réaction à l'altitude avant de poursuivre l'ascension. Ces lieux abritent des refuges, des volontaires médicaux en haute saison et des sentiers utilisés pour de courtes marches d'acclimatation. Au-delà de ces derniers bastions humains, la route grimpe sans relâche. La neige apparaît par plaques sur de vastes étendues. La vallée se resserre en de longs couloirs, définis par d'abruptes formations rocheuses. Les études géologiques révèlent que ces murailles ont été soulevées et compressées durant des millions d'années, créant une échelle qui ne se dévoile pleinement qu'au regard du marcheur progressant vers les cimes. Le mouvement ralentit. La respiration devient plus consciente, plus délibérée, à mesure que la densité de l'air continue de chuter. Plus loin, le chemin s'élève vers de hauts bassins montagneux, glacés tout au long de l'année. Les refuges se raréfient, les distances entre les points de repos s'allongent. Cette section marque la transition vers les hauts cols qui définissent la partie la plus élevée du circuit. Le lac Tidiccho, miracle turquoise. L'approche de l'un des plus hauts lacs du Népal commence par une montée régulière dans un air raréfié et sur des pentes nues. À plus de 4900 mètres, l'environnement dicte chaque mouvement. Les randonneurs incluent souvent ce bassin comme un court détour dans leur périple, attirés par la quiétude qui s'installe lorsque le vent se tait et que le relief absorbe les sons. L'eau conserve une teinte d'un bleu profond, contrastant avec les crêtes enneigées qui la surplombent. Pour les communautés voisines, le lac est empreint d'un respect particulier. Nombreux sont ceux qui croient que ces eaux proviennent des bénédictions associées au dieu Shiva. Le bassin reçoit ainsi la visite régulière de pèlerins, venus chercher dans ce décor minéral le silence propice à la prière
ou à la contemplation. Dans le silence assourdissant de l'altitude, l'homme ne vient pas conquérir la montagne, mais peut-être se confronter à l'essentiel. Le passage des trekkers, durant les hautes saisons, coïncide avec ces instants suspendus. Les apparitions de la faune sont rares, presque insaisissables. Parfois, le regard s'accroche à la silhouette d'un baral, le mouton bleu de l'Himalaya, sur une paroi rocheuse. Plus rarement encore, des traces furtives trahissent la présence du léopard des neiges, fantôme des hautes crêtes. Dans le ciel, lorsque des courants thermiques le permettent, les vautours de l'Himalaya décrivent des cercles lents au-dessus du bassin. L'eau du lac, miroir changeant, reflète la clarté cristalline des ciels d'automne. Mais à d'autres périodes, le brouillard peut tout engloutir, ou une neige soudaine venir effacer le paysage. Ces caprices climatiques dictent le temps que l'homme peut passer ici, près du rivage, avant de devoir regagner les altitudes plus clémentes. L'altitude s'effondre à mesure que le terrain plonge des hauts bassins vers les plaines. L'air s'alourdit, la végétation se densifie. L'univers minéral et austère des sommets cède la place à la moiteur végétale du terrail. Ici, au pied même de la chaîne himalayenne, s'étend le parc national de Chitwan. Situé à moins de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, il constitue l'une des régions les plus denses en biodiversité du système himalayen. L'eau de fonte, née sur les glaciers, vient nourrir les rivières Rapti et Narayani, artères vitales qui irriguent les forêts et les marais du parc. L'herbe à éléphants ondule en vagues hautes à travers les clairières, tandis que les forêts de salles forment des corridors de vie empruntés par la faune tout au long de l'année. Zones humides et berges créent une mosaïque d'habitats, permettant à une multitude d'espèces de coexister sur une aire géographique restreinte. Chitwan est le sanctuaire du grand rhinocéros unicorne d'Asie. Autrefois au bord de l'extinction, sa population s'est aujourd'hui stabilisée dans les prairies grâce à des mesures de conservation drastiques. La forêt abrite aussi le tigre royal du Bengale, bien que son observation directe relève du privilège. Sa présence est attestée par des empreintes, des clichés de pièges photographiques et des programmes de suivi qui cartographient ses déplacements à travers la réserve. Sur les bancs de sable se prélassent les gaviales du Gange, reconnaissables à leur museau effilé, créatures dépendantes des chenaux d'eau douce maintenus par le rythme des saisons. L'activité du parc fluctue, au gré du volume des rivières et des mouvements des animaux entre les prairies et le couvert forestier. Plus haut, le sentier débouche enfin sur un hameau, Kyangin Gompa, niché contre des crêtes sculptées par d'anciens glaciers. Ce lieu porte une histoire dont les cicatrices sont encore visibles dans le paysage. En 2015, un séisme majeur a provoqué un glissement de terrain colossal, anéantissant la quasi-totalité des constructions. Ses habitants furent déplacés, des pans entiers de la vallée redessinés par la fureur de la terre. De la solitude glacée des sommets à la profusion de vie des plaines, la montagne impose sa loi. Elle donne la vie avec l'eau de ses glaciers et la reprend avec la même force indifférente. Dans ce cycle de création et de destruction, l'homme et l'animal ne sont que des passagers, témoins fragiles d'une puissance qui les dépasse, cherchant leur place dans un monde en perpétuel mouvement. Peu après, la reconstruction s'est amorcée. De nouvelles maisons de pierre se dressent désormais aux côtés des vestiges de murs effondrés, créant un paysage où le passé et le présent foulent la même terre. Les échoppes, construites pour les randonneurs, côtoient les foyers rebâtis par les familles revenues au pays. Les sentiers du village suivent des tracés établis bien avant la catastrophe, bien que certains itinéraires contournent des champs de débris jamais entièrement déblayés. Plus loin sur la route, le terrain s'ouvre sur des pâturages, investis par les bergers durant les mois les plus cléments. La neige persiste sur les plus hauts versants la majeure partie de l'année, enchâssant le village dans un décor qui exige une adaptation constante. Ce lieu est à la fois une halte pour les voyageurs et la chronique vivante de la réponse d'une communauté au bouleversement soudain de son environnement. Des hameaux clairsemés sur un haut plateau dévoilent le paysage caractéristique du Ladakh. De vastes bassins presque sans végétation s'étendent à perte de vue, offrant une perspective pure sur des lignes de crête sculptées par de lents cycles d'érosion. Le ciel du Ladakh arbore un bleu profond, immuable tout au long du jour, conférant au paysage une clarté rare à plus basse altitude.
Des monastères se dressent sur des promontoires, surplombant d'étroites colonies bâties près des canaux d'eau de fonte. Leurs murs blancs et leurs structures en gradins tranchent avec la roche environnante, formant des points d'ancrage visuel à travers le plateau. Des chemins de terre relient ces communautés aux routes commerciales, qui depuis des siècles connectent les vallées de la région. Des champs de sable apparaissent sans crier gare entre les affleurements de pierres. Le vent façonne ces étendues en de douces ondulations qui se transforment au gré des saisons. Les voyageurs qui traversent le plateau s'arrêtent souvent à ces transits pas. Arbustes épars, ruisseaux peu profonds et maisons de pierre isolées, autant de motifs qui témoignent d'une longue adaptation aux conditions arides. La vallée de la Noubra et le chameau de Bactriane. Le sable remplace la pierre à mesure que la route pénètre dans un bassin façonné par d'anciens mouvements fluviaux. Le contraste est immédiat. Les dunes occupent le fond de la vallée, tandis qu'au loin, des pics enneigés s'élèvent abruptement. Une même question se pose à de hautes crêtes de l'Himalaya. Les archives historiques livrent une partie de la réponse. Pendant des siècles, les marchands ont emprunté ce corridor, une branche de la route de la soie. Leurs caravanes dépendaient d'animaux de bas adaptés au froid et à l'aridité. Le chameau de Bactriane demeure le lien le plus visible avec ce passé. Les bêtes continuent de traverser les dunes, au service des familles locales qui perpétuent des schémas de pâturage établis bien avant que les routes modernes n'atteignent la région. Ici, le temps ne s'écoule pas, il se superpose. Les pistes des anciennes caravanes se devinent encore sous le sable mouvant, et le pas lent des animaux dicte un rythme que le monde extérieur a oublié. C'est le témoignage silencieux que certains liens entre l'homme, la bête et la terre sont plus durables que la pierre elle-même. Le long des canaux d'eau de fonte, de modestes hameaux s'accrochent à une terre qui ne se livre qu'avec parcimonie. Des demeures de pierre et de terre compactées se dressent près de champs striés par de fins sillons d'irrigation. Surplombant ces villages, depuis des crêtes élevées, des monastères se dressent, sentinelles silencieuses, marquant les anciennes haltes des voyageurs et des marchands. La lumière elle-même se comporte différemment ici. Dans le bassin, le sable conserve la chaleur du jour, tandis que les sommets environnants gardent leur manteau de neige presque toute l'année. Ce contraste thermique dessine une frontière visuelle, une ligne de partage révélée par la lumière rasante du matin et du soir. Le monastère de Diskit. Sur une pente rocheuse de la région de la Noubra, un ensemble de structures aux murs blancs s'élève vers le ciel. Ces couloirs en gradin épousent les contours de la roche, formant l'un des plus illustres centres de la pratique bouddhiste au Ladakh. Les archives font remonter ses origines à plus de 3 siècles. Au-dessus des bâtiments principaux, une statue de Maitreya, haute de 30 mètres, inaugurée par le Dalai Lama, veille sur la vallée. Ces teintes d'or et de rouge, visibles à des lieues, sont devenues un point d'ancrage immuable dans l'immensité du paysage. En contrebas, les dunes s'étendent, leur ondulation seulement interrompue par quelques hameaux et par la lente procession des chameaux de Bactriane qui servent encore les familles locales. Le monastère rythme la pratique religieuse autant que la vie quotidienne. Les moines y entretiennent les salles d'études, de prières et de rassemblements, tandis que les habitants s'y pressent lors des festivals et des événements saisonniers. Parmi les nombreuses citadelles monastiques qui jalonnent les routes du Ladakh, une se distingue par son ascension vertigineuse, le monastère de Tiksé. L'agencement de ces bâtiments blancs suit une formation en gradins qui grimpe le long d'une crête escarpée, jusqu'à une salle d'assemblée centrale. Un complexe de 12 niveaux, abritant des logements distincts pour les nonnes, de multiples quartiers résidentiels pour les moines, 10 temples et une salle de prière principale. La progression se fait par un dédale de sentiers étroits, entre cours intimes et terrasses suspendues. Chaque niveau dévoile un nouveau fragment du complexe, organisé selon les principes ancestraux de l'architecture bouddhiste tibétaine. L'alignement des structures avec la forme même de la crête est saisissant, produisant une séquence verticale qui ne se révèle pleinement que vue d'en haut. Depuis des terrasses supérieures, le regard embrasse la vallée. Au fil du jour, la lumière glisse sur les façades immaculées, redessinant les ombres et les volumes. Dans ces lieux hors du temps, la pierre ne fait pas que supporter le poids des édifices. Elle porte la mémoire d'une foi taillée à même la montagne, un dialogue silencieux entre la persévérance de l'homme
et l'éternité du monde. Laissant derrière soi le silence aride du désert des hauts plateaux, le voyage franchit le col de Zodgila. La poussière du Ladakh cède la place à des eaux calmes, qui s'étirent à travers un vaste bassin du Cachemire. Ici, le lac Dal. Au lever du jour, sa surface demeure presque immobile, portant une fine couche de brume qui adoucit les contours du rivage. Entouré de maisons-bateaux en bois et de jardins flottants, il forme un système de voies navigables interconnectées, un labyrinthe aquatique où la vie s'écoule au rythme des rames. Les premières embarcations, les shikaras, fendent la quiétude matinale. Les habitants naviguent vers les marchés qui opèrent directement sur l'eau. Le lac est à la fois une route et un foyer. Ancrées le long des canaux, les maisons flottantes servent de demeure et de lieu d'hébergement, chacune ornée de panneaux de bois sculptés selon des motifs régionaux séculaires. Le commerce commence, silencieux. Des vendeurs s'approchent dans d'étroites barques chargées de légumes, de fleurs et de denrées quotidiennes. L'activité reste feutrée, imprégnée de la tranquillité de l'eau, à peine troublée par le son étouffé des pagaies. Le réseau de canaux relie les zones résidentielles aux espaces commerciaux, un flux constant et organisé, suivant des routes tracées par des générations. Lentement, le lac s'éveille à son rythme journalier, une civilisation liquide en mouvement perpétuel. Plus haut, dans un autre royaume de foi et d'endurance, un village de montagne occupe un bassin étroit, cerné par la roche, la neige et un climat imprévisible. Nous sommes dans la chaîne de l'Himalaya, Garhwal. L'altitude dépasse 3500 mètres et l'environnement reste hostile la majeure partie de l'année. Au centre de ce lieu se dresse le temple de Kedarnath, un site sacré dédié à Shiva. La structure est bâtie d'imposantes dalles de pierre grise, taillées en blocs uniformes et assemblées avec une précision millimétrique. Un complexe compact, positionné près du glacier de Churabari, non loin des sources de la rivière Mandakini. Atteindre le temple est une épreuve en soi. De nombreux pèlerins accomplissent l'ascension à pied, suivant le sentier balisé qui s'élève progressivement vers le sanctuaire. D'autres ont recours à des chevaux pour les sections où la pente se fait plus exigeante. Des porteurs proposent également leurs services, transportant sur leur dos, dans des sièges soutenus par des cadres, ceux que le chemin éprouve. Chaque pas est un acte de dévotion, chaque souffle une prière dans l'air raréfié. De l'eau qui porte la vie à la pierre qui défie le temps, l'humanité inscrit son passage, sa foi et sa persévérance dans les paysages les plus exigeants de la Terre. Des fardeaux qui défient l'imagination, parfois près de 90 kg, sont portés à dos d'hommes. Pourtant, la modernité a tracé sa propre voie. Durant les mois de ciel clair, un service d'hélicoptère transforme des heures d'ascension en un vol fugace, atterrissant non loin du sanctuaire. Au cœur de la saison du pèlerinage, le parvis devient une mer humaine. Les fidèles attendent patiemment leur tour pour pénétrer dans le sanctuaire intérieur, pour un instant de prière. Dès les premières lueurs, les rituels commencent. L'écho des cloches se propage à travers la vallée, tandis que les groupes se succèdent dans le sanctum. L'année 2013 marqua un tournant tragique. Des inondations d'une violence inouïe dévastèrent la région, projetant Kedarnath sur la scène mondiale. Tout autour, les constructions furent anéanties, balayées par la fureur des eaux. Pourtant, miraculeusement, le temple principal demeura intact. Plus tard, les expertises révélèrent un secret providentiel. Un rocher colossal, posté juste derrière le complexe, avait fendu le torrent de débris, détournant sa force destructrice de la structure sacrée. Aujourd'hui, le complexe a retrouvé sa vocation de phare spirituel pour la région. Les pèlerins se recueillent sur le parvis, offrent leurs prières et se reposent un instant avant d'entamer le chemin du retour, le même sentier qui les a menés jusqu'au sanctuaire. Un autre chemin s'ouvre, menant vers un royaume où le silence a un nom, le Bhoutan. Ici, la forêt dense reprend ses droits, dominant un paysage façonné par une philosophie unique au monde, le bonheur national brut. Instaurée par un roi visionnaire, cette politique soutient que le véritable progrès d'une nation ne réside pas dans sa richesse économique, mais dans les conditions qui permettent à chaque individu de trouver la stabilité et le bien-être.
Le concept repose sur une conviction profonde. La croissance matérielle et l'épanouissement spirituel doivent avancer de concert dans une quête d'harmonie. Cette vision s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Le premier se concentre sur un progrès social et économique équitable. Le deuxième est dédié à la préservation du patrimoine culturel et spirituel. Le troisième assure la protection de l'environnement à long terme, garantie par des lois strictes contre la déforestation. Et le quatrième met l'accent sur une gouvernance éclairée, conçue pour équilibrer l'autorité administrative et la participation citoyenne. Des villages s'égrènent en petits archipels, nichés au creux de vallées coiffées d'une couverture forestière ininterrompue. De nombreuses communautés y perpétuent des styles architecturaux immuables depuis des générations. Perchés sur des promontoires, les monastères apparaissent et disparaissent au gré des brumes, ne dévoilant que par intermittence leurs murailles et leurs cours intérieures. Bien plus que de simples lieux de culte, ces complexes sont des centres d'études, de cérémonies et de rassemblements, érigés selon des méthodes ancestrales qui unifient l'architecture du royaume. Les routes qui relient ces communautés serpentent à travers une végétation si dense que les sons du monde s'y assourdissent, absorbés par la canopée. C'est peut-être ici, dans ce silence profond, que se trouve la véritable mesure du progrès, non pas dans le bruit de la croissance, mais dans la résonance d'un monde en équilibre avec lui-même. Des sentiers sinueux s'écartent, menant à de modestes ermitages, refuges saisonniers où les moines se retirent pour de longues périodes de pratiques spirituelles. Plus bas, là où les eaux d'un fleuve père et d'un fleuve mère s'unissent, se dresse Punakha-Dzong, le palais de la grande félicité. Des ponts de bois et des chemins de pierre convergent vers le complexe fortifié, l'un des centres administratifs et monastiques les plus importants du Bhoutan. Sa construction obéit aux techniques ancestrales, charpentes de bois massives, murs de pierre compactés et détails finement sculptés qui ornent les entrées cérémonielles et les cours intérieures. L'immensité du complexe se révèle en parcourant ses cours successives, reliées par des passages couverts qui rythment la vie monastique et les fonctions officielles. Le Dzong a joué un rôle central dans l'histoire de la nation. Il fut le théâtre du couronnement des anciens rois et abrite encore aujourd'hui d'importantes reliques sacrées liées à la lignée fondatrice du pays. Ces vastes salles d'assemblée accueillent les foules lors des festivals annuels, tandis que des chambres plus silencieuses sont dédiées à l'étude et à la prière quotidienne. Un agencement qui intègre l'administration, le rituel et la préservation de documents historiques. Autour, la présence des 2 rivières façonne le paysage. Champs cultivés, sentiers et villages s'organisent autour des canaux qui s'écoulent au pied de la forteresse. Depuis la rive, où le voyageur marque une pause, sa silhouette entière se dessine, majestueuse, au-dessus du confluent. En pénétrant dans la large cuvette agricole de la vallée de Paro, modelée par des siècles d'occupation humaine, des maisons de bois apparaissent sur les pentes inférieures. Leur architecture suit les motifs séculaires de la construction bhoutanaise. Des demeures à plusieurs étages, bâties sur des ossatures en bois, avec des murs en pisé et des fenêtres aux panneaux sculptés à la main. Des champs, tracés en parcelles rectangulaires, s'étendent jusqu'à la rivière. Ici, les familles cultivent le riz, le blé et l'orge, selon des méthodes reposant presque entièrement sur le labeur manuel. La vallée de Paro est un cœur culturel où les institutions religieuses se mêlent à la vie de tous les jours. De petits sanctuaires jalonnent les sentiers menant au grand complexe monastique du district. Les habitants se déplacent entre les champs, les ateliers et les espaces communautaires, à une cadence sereine, un rythme immuable maintenu de génération en génération. Le commerce s'organise autour des marchés locaux hebdomadaires, approvisionnant la ville et les villages voisins. Pour le voyageur, cette vallée est aussi une porte d'entrée, un premier contact avec l'âme du Bhoutan. Dans ces terres suspendues, le temps ne s'enfuit pas, il se déploie. Chaque pierre, chaque sentier, chaque geste raconte une histoire où le sacré et le quotidien ne font qu'un, tissant la trame d'une civilisation qui a su préserver son essence face au tumulte du monde. Son aéroport se niche entre les lignes de crête, et pour le voyageur, chaque atterrissage marque le seuil d'une nouvelle quête. Depuis la ville, le mouvement s'élève doucement vers les collines, se fondant peu à peu dans la forêt
où d'anciens sentiers de trekking mènent au sanctuaire d'altitude. Au fond du bassin, des grappes de maisons, des terrasses cultivées et des bâtiments administratifs dessinent un motif continu, une civilisation en harmonie avec sa géographie. Au-dessus de la vallée de Paro, un chemin rocailleux s'élance sur les pentes. Il mène à un complexe monastique suspendu à un affleurement rocheux à près de 900 mètres du sol. C'est le Taktsang, le nid du tigre. Les textes fondateurs du bouddhisme briplent depuis le Tibet. La légende dit qu'il arriva sur le dos d'une tigresse, avant de méditer dans une grotte qui deviendra plus tard le cœur du monastère. Ce récit fondateur a consacré le site comme une destination majeure pour les pèlerins, une ferveur qui traverse les générations sans jamais faiblir. La construction du complexe débuta au XVIIe siècle, dans des conditions extrêmes qui exigèrent des méthodes adaptées à un terrain escarpé et exigu. Le bois était transporté le long de sentiers taillés dans la roche, puis hissé par des équipes coordonnées travaillant depuis des plateformes ancrées dans le vide. Les blocs de pierre, façonnés en contrebas, étaient scellés directement sur la falaise, au terme d'opérations reposant sur la seule force humaine, des systèmes de cordage et de simples échafaudages. Chaque structure fut assemblée par étapes pour garantir sa stabilité avant que de nouveaux niveaux ne soient ajoutés. Le processus s'étendit sur plusieurs années, créant un réseau de chambres, de cours et d'escaliers qui épousent les contours vertigineux de la paroi. Aujourd'hui, pèlerins et visiteurs empruntent un sentier qui s'élève à travers la forêt, avant d'atteindre des points de vue s'ouvrant sur les bâtiments principaux. L'ascension finale se fait par une série de marches taillées dans la pente, offrant une vue imprenable sur la corniche qui soutient le monastère. Plus à l'est, au cœur du Tibet, s'étend une terre d'exception, le Ningchi, une région qui se distingue par une rare alliance de verdure, de vergers et de vallées habitées. Près de l'eau, les parcelles agricoles s'étendent sur un sol plat, nourries par des systèmes ancestraux qui canalisent les eaux de ruissellement vers les champs. Les pêchers occupent une part importante du bassin. Leur floraison annuelle rythme la vie locale depuis des siècles, et ces vergers sont l'un des indicateurs les plus clairs du microclimat unique de la vallée. Sur les pentes inférieures, des demeures de bois et de pierre se regroupent en hameaux, suivant des agencements traditionnels encore préservés par les communautés environnantes. De la falaise sacrée du Bhoutan au verger secret du Tibet, la main de l'homme et la force de l'esprit ont sculpté la montagne. Ils y ont inscrit, pour l'éternité, le récit d'une harmonie fragile entre le ciel et la terre. Sur le sol de la vallée, de petites structures religieuses apparaissent à intervalles réguliers, sanctuaires discrets, marquant les sites de cérémonies ancestrales. Le décor s'élargit pour embrasser le Namche Bawa, un sommet qui se dresse, acéré, dans le coude du fleuve Yalung Tsangpo. Sa silhouette domine l'horizon oriental, sentinelle de pierre traçant la frontière visuelle du bassin. Le fleuve s'enroule au pied de la montagne avant de s'engouffrer dans des gorges plus étroites, dessinant la charpente géographique qui définit la vallée. Des routes et des sentiers, artères vitales, serpentent à travers les zones agricoles, les forêts et les lignes de crête, reliant les hameaux aux centres administratifs du district. Depuis les hauteurs, l'alignement du fleuve, des terres cultivées et des villages compose une mosaïque singulière, une signature qui distingue la région de Ningchi du plateau environnant. Un vaste miroir d'eau salée repose dans une cuvette du haut plateau tibétain, à plus de 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le lac Namtso, l'un des plus hauts et des plus grands lacs salés du monde. Sa surface, d'une limpidité inaltérable, offre un contraste saisissant avec les crêtes arides et les plaines infinies qui l'entourent. Les rivages alternent entre des bancs de gravier plats et des terres compactes, façonnées par l'inlassable travail des dépôts minéraux. Sur des chemins consacrés par le temps, des pèlerins accomplissent leur circumambulation, un rituel qui se perpétue au fil des saisons. Des marqueurs de prière et de modestes cairns de pierre jalonnent leur parcours. Près des haltes se tiennent souvent les yaks décorés des familles locales. Leurs selles et leurs ornements de tissu, fidèles aux motifs régionaux, sont devenus un emblème visuel du Namtso. Les éleveurs veillent sur ces animaux, compagnons de leur labeur quotidien et de leur transhumance saisonnière. Au nord et à l'ouest,
Des formations rocheuses encadrent le lac, belvédère naturel d'où l'on peut observer son immensité. De ces promontoires, l'étendue d'eau trace une frontière linéaire et parfaite contre le plateau, affirmant le Namtso comme l'une des plus remarquables empreintes géographiques du Tibet central. Sur les flancs de la colline de Marpori, une structure étagée s'élève, une architecture colossale dont la logique se révèle depuis sa base. Des murs, agencés en bande verticale, guident le regard vers le ciel, à travers les niveaux successifs de couloirs, de chapelles et de salles d'assemblée. La conception seule trahit l'échelle du palais du Potala, un complexe de près de 1000 salles, partagé entre le palais rouge et le palais blanc. Chaque section abrite les fonctions qui ont façonné l'histoire spirituelle et administrative de la région. La construction a suivi des méthodes mises au point pour les grands sites monastiques du Tibet. Les murs de pierre, dotés d'un noyau épais pour assurer leur stabilité, et les poutres de bois reliant les chambres intérieures ont été conçus pour empêcher toute séparation structurelle le long de l'interminable façade. De la vallée fertile au lac céleste jusqu'à la forteresse spirituelle, la terre tibétaine raconte une même histoire, celle d'un dialogue constant entre la puissance brute de la nature et la persévérance de l'esprit humain. Un récit gravé dans la pierre, reflété dans l'eau et murmuré par le vent, où chaque paysage est un temple et chaque construction une prière. À l'intérieur, un dédale de couloirs fut conçu pour orchestrer les déplacements entre les zones religieuses, les bureaux du gouvernement et les quartiers résidentiels. Pendant des siècles, les chroniques le décrivent comme le cœur du pouvoir, abritant les chefs de lignée, préservant les écritures et conservant les artefacts essentiels à la pratique du bouddhisme tibétain. L'approcher depuis la vallée accentue sa portée verticale. Des escaliers taillés dans la pierre s'élèvent en une ascension abrupte, et l'échelle de la structure se révèle à chaque niveau conquis. Suspendus entre les étages, des cours intérieures servent de carrefour pour les résidents, les moines en visite et les ouvriers qui entretiennent le site. Depuis le sol, l'alignement des murs rouges et blancs dessine une montée ininterrompue vers les salles les plus hautes, faisant du palais du Potala l'une des silhouettes les plus emblématiques de la région. Le mont Kailash. Un pic solitaire, se détachant des crêtes environnantes dans la partie occidentale du plateau tibétain. Ses faces nettement dessinées, sa forme presque symétrique, en ont fait un point de convergence spirituelle pour de multiples traditions, dont le bouddhisme, l'hindouisme, le jaïnisme et le Bon. Les textes anciens le désignent comme un lieu d'origine, le berceau d'enseignement fondateur, un statut qui lui vaut d'être un sommet protégé où toute ascension est interdite. À sa base, des sentiers immémoriaux forment le chemin de la Kora. Les pèlerins accomplissent ce circuit en quête de mérite spirituel, traversant des plaines, franchissant des cols et redescendant vers des lits de rivières façonnés par la fonte saisonnière des neiges. Le long du chemin, de modestes cairns et des pierres gravées de prières signalent des points de repos utilisés depuis des générations. Les pentes supérieures du Kailash demeurent vierges de toute expédition documentée. La réglementation renforce l'exigence culturelle. Le sommet doit rester inviolé, préservant son rôle d'axe symbolique dans la géographie sacrée de la région. Alors que la boucle ramène le pèlerin à son point de départ, le profil de la montagne réapparaît sous un angle nouveau, conservant cette silhouette distincte qui la définit, quelle que soit l'approche. De la violente collision tectonique qui a fait naître ces sommets il y a 50 millions d'années, à la dévotion silencieuse du pèlerin qui parcourt aujourd'hui le circuit du Kailaya, l'Himalaya demeure une terre de contraste absolu. Des hauteurs asphyxiantes de l'Everest aux jungles humides du Chitwan, des plateaux arides du Ladakh aux vallées protégées du Bhoutan, partout un même constat s'impose. Ces montagnes ne sont pas un territoire que l'homme conquiert, elles sont un espace où l'on apprend à évoluer avec humilité. Dans un monde qui chaque année accélère, le toit du monde, lui, impose son propre rythme. Couche après couche, la neige s'amoncelle. Inlassablement, les glaciers sculptent la roche, tandis que les drapeaux à prière, au fil des saisons, abandonnent leur couleur au vent. L'Himalaya ne se soumet pas à notre présence, il persiste, et ceux qui parcourent ces étendues hostiles en repartent souvent transformés, porteurs d'une conscience à jamais altérée par l'immensité.